et de vision. Les rencontres de l'heure. Emmanuel Latraverse, pendant qu'on analysait quelques instants la réponse de Joe Biden qui lui s'est rendu à Tel Aviv, de notre côté de la frontière, tout le monde regarde ce que fait Justin Trudeau qui semble y aller pas à pas, jour après jour dans ses réactions, dans tout ce qui concerne Israël et le Hamas dans leur conflit. Il en est rendu où, là, Justin Trudeau? On dirait qu'on ne sait plus trop pas sa trop position clair sur le conflit. Non, parce qu'on a commencé, ce qui a mis le feu aux poudres, je dirais, c'est lorsqu'il a insisté pour commenter la frappe, le bombardement là sur l'hôpital de Gaza, mais quelques minutes après que ce soit arrivé, et où il a dit que c'était inacceptable, que c'était un crime de guerre, de larguer des bombes. Ça. Et donc, même si à ce moment-là, il n'y avait pas dit le mot Israël, c'était clair. En tout cas, tout le monde l'a compris comme quoi il blâmait Israël puis disait que c'était un crime de guerre puis que ça violait le droit international. Alors, il s'est retrouvé assez sérieusement dans l'eau chaude parce que à peu près comme 15 minutes après que M. Trudeau ait parlé, Israël est sorti en disant qu'ils avaient des preuves, que finalement, c'était une requête du djihad islamique qui avait été défectueuse. On a dévoilé des preuves au monde entier hier. M. Biden, hier, a dit que dans la balance des probabilités, pour l'instant, ça a l'air que c'est vrai, que c'est pas une frappe d'Israël. Et donc, M. Trudeau se retrouve un peu comme un amateur, tu sais, qui a plongé dans l'indignation collective trop vite. C'est pas très digne d'un homme d'État. Puis il a été très vertement critiqué par l'opposition, qui est allée jusqu'à lui reprocher de colporter la désinformation du Hamas. Alors, faut le faire. Donc, aujourd'hui, M. Trudeau, qui est dans le cadre d'un sommet avec les leaders des Caraïbes, s'est fait poser la question. Eh bien, on n'est pas plus branché. Parce qu'il dit qu'on est, là je le cite là, parce que comme c'est litigieux, on va être précis. Nous sommes horrifiés par les pertes de vies humaines. On est en train de travailler avec nos alliés pour déterminer ce qui s'est passé. La réalité, c'est que l'ambassadeur d'Israël au Canada soutient que le Canada a eu exactement le même dossier, les mêmes informations, les mêmes preuves que celles qui ont été données aux États-Unis. Donc, on pose la question, M. Trudeau, les avez-vous vues, les preuves? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, dis-moi ce que toi, tu comprends de ça. Sa réponse. Et là, je l'ai écouté 3 fois, puis je l'ai même noté au mot à mot. On sait qu'on est dans une situation qui ne se passe pas seulement là-bas. Les familles, ici, les individus, nos communautés, ici au Canada, sont affectés de façon tragique et déchirante. On peut être unis comme jamais, de voir que c'est indigne là, de voir une explosion qui tue plein d'innocents. Pour ça, on peut tous être unis. Pour le reste, on a des éléments préliminaires et on va faire le travail avec nos alliés. Alors, c'est comme si M. Trudeau disait, parce qu'ici au Canada, on a une importante communauté juive, on a une importante communauté arabo-musulmane et qu'ils sont divisés, déchirés sur la question, ben moi, pour l'instant, je me prononce pas. Mais c'est incompréhensible comme réponse. Mais est-ce que c'est ce que toi, tu comprends? Moi, c'est ce que moi, j'ai compris. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il marche sur des œufs. Il marche sur le poulailler au complet, Emmanuel, là, qui se promène comme ça. Non, mais c'est sérieux. Il passe à côté de oui, mais non, mais vous savez. Puis c'est sûr que c'est un exercice périlleux pour lui parce que, moi, Emmanuel, là, dans l'entourage, dans les gens, par exemple, de peut-être plus jeunes, là, mettons, disons, le 22-30 ans, mettons, là, dans ma catégorie d'âge, moi, j'en vois beaucoup là, des gens là, qui sont à l'autre bout du spectre, eux, qui sont d'avis que Justin Trudeau est pas assez sévère envers Israël, qui condamne pas assez de bombardements de civils. Puis tu sais, une frange à gauche qui sont très, très, très pro, tu sais, droit palestinien à la vie. On se comprend, mais c'est une position qui est affirmée, même si elle est raisonnable, qui est affirmée encore plus par une certaine frange plus jeune, qui vote pour lui. Quelque part, il est coincé entre ça, puis l'autre partie des gens, la forte communauté, évidemment juive au Canada. Il est coincé à essayer de courtiser 2 communautés que tu peux pas courtiser en même temps sur cet enjeu-là. Puis et moi, je pense que pour lui, là, t'sais. Oui, mais pas tous. C'est ça le problème. Mais en même temps, moi, je trouve que ce que ça révèle, c'est que c'est un gouvernement qui s'est jamais préoccupé de cette question-là.
Moi, je l'ai jamais vraiment entendu. Il a jamais mis les pieds là-bas, à part pour aller aux funérailles de Shimon Peres. Là, tu sais, vraiment, là, Israël, le conflit, le Moyen-Orient, c'était pas dans ses priorités, OK? Mais c'est au-delà de ça, c'est un gouvernement qui a jamais formulé une cohérence autour de ça. Alors là, tu te retrouves avec la situation la plus explosive. C'est vrai que c'est difficile. Tu sais, moi, je pense que même ceux qui trouvent que le président Biden est trop pro-israélien, ce qu'il a dit à Israël hier était super pertinent. Il a dit, écoutez, quand on est dans une situation militaire comme ça, il faut avoir la clarté absolue sur quels sont les objectifs. Les objectifs, c'est neutraliser le Hamas, assurer la sécurité d'Israël, mais il faut avoir la discipline de s'assurer que la stratégie qu'on utilise ne nuit pas à l'atteinte de nos objectifs. Et objectivement, d'un point de vue rationnel, froid, sans émotion, c'est ça le débat en ce moment. Est-ce que Israël, dans sa façon de procède de façon tellement violente, en vérité, par ses bombardements jour et nuit et par le sacrifice des vies des civils, la crise humanitaire, qui est en train d'exclure qu'il n'y ait jamais une paix avec les Palestiniens. Puis non seulement ça, qu'on va peut-être éradiquer le Hamas, mais on est en train de créer une nouvelle génération de militants palestiniens encore plus radicaux. Alors, c'est des questions, moi je trouve que c'est plus facile comme analyse de regarder ces questions-là de manière froide plutôt que d'être bercé par les émotions. Mais M. Trudeau est même pas capable de faire ça parce qu'il n'a jamais réfléchi de manière précise. Puis à l'inverse, on peut être d'accord ou pas avec le NPD, mais qui a toujours été extrêmement pro-palestinien, à ne pas mâcher ses mots sur ses critiques très sévères à l'égard des politiques d'Israël, les colonies, l'asservissement, etc. Mais eux, ils sont à l'aise face à leur position là-dedans. Puis à l'inverse, les conservateurs, qui ont toujours, pas toujours, mais qui depuis l'ère Harper, ont une position extrêmement pro-israélienne, eux aussi sont à l'aise. Puis ça, c'est deux partis là où il y a des électeurs juifs, où il y a des électeurs arabo-musulmans. C'est la même chose chez les conservateurs. Mais il y a une logique dans leur truc, ça se tient, c'est cohérent, ils sont capables de l'assumer et de le défendre. Dans le milieu, on a un gouvernement qui est ni d'un bord ni de l'autre, qui est comme Humpty Dumpty sur la clôture. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas lui-même articulé une position cohérente là-dessus. Alors, il s'en remet à ce qui est le pire travers de la politique étrangère au Canada. C'est quand on prend les enjeux de politique étrangère, puis au lieu d'avancer une politique qui sert les intérêts à long terme du Canada, on est dans une logique de courtiser, on est dans une logique communautariste, là, à courtiser les votes. Donc, il ne faut pas trop critiquer Israël parce qu'on ne veut pas se mettre à dos le vote juif, mais il ne faut pas non plus trop défendre Israël parce que là, on va se mettre à dos le vote des communautés arabo-musulmanes. Alors, ça se retrouve avec un premier ministre qui, finalement, manque de colonne vertébrale dans ce débat-là, tu sais. Ouais, puis manque de mots pour expliquer sa position aussi, Emmanuel. Là. Il a fait le tour du dictionnaire puis, au complet. Non, mais ce qu'il y avait de plus fou, là, c'est que juste après, il s'est fait poser une question parce que c'est le sommet des CARICOM. Ah, donc, avec tous les leaders des Caraïbes, où la question d'Haïti est une question ultra centrale là-dedans. Le CARICOM veut convaincre le premier ministre d'Haïti, qui n'est pas élu depuis 3 millions d'années, d'avoir un gouvernement de partage de pouvoir pour assurer la légitimité des institutions puis permettre une reprise de contrôle. C'est contesté, c'est pas facile. Sur Haïti, M. Trudeau est limpide. Il est assumé. On comprend ce qu'il dit, tu sais. Il dit, c'est pas vrai qu'on abandonne Haïti. On a été là avec eux depuis 30 ans. On a dépensé tant d'argent. On a tout fait. Mais à un moment donné, les solutions ne peuvent pas venir de l'extérieur. Il faut que ça soit les Haïtiens qui se prennent en main. Tac, 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 tac. C'est logique, c'est clair, c'est limpide. On comprend ce qu'il dit. Puis c'est tellement frappant quand t'as les deux sujets, un après l'autre, tu sais, dans un où on est comme ouh, puis dans l'autre, on est comme hyper précis. Alors, je pense pas qu'il a amélioré sa moyenne au bâton puis qu'il s'est facilité la semaine dans ce dossier-là aujourd'hui.
Oui, au moins, il va avoir peut-être le discours de Joe Biden ce soir à laquelle atteler sa remorque peut-être là, pour se créer une position puis suivre les Américains comme ça arrive des fois. Mais non, ils sont trop pro-israéliens, Israël, les vrai, Américains, c'est vrai, ça le problème. Bon, ben, il est dans un beau problème, M. Trudeau. J'ai hâte de voir comment il va expliquer ça la prochaine fois, sincèrement. Hey, parlant de politique internationale, Emmanuel, ça va être un sujet qui va concerner le Québec de l'an 1, s'il existe, ma foi. C'est dans les... Ben oui, puis c'est ce qui va être présenté lundi prochain par Paul Saint-Pierre Plamondon, qui là, a annoncé tout ça en grande pompe. Peut-être fait quelques erreurs quand même, Emmanuel, en décrivant les grandes lignes, parce que c'est risqué pour des attaques. Mais t'es obligé de le faire. Ouais. C'est parce que si tu le fais pas, là, moi, je vois deux choses là-dedans. La première, c'est que pelleter des nuages, là, c'est le fun, le Québec souverain, mais à un moment donné, si tu veux bâtir le mouvement souverainiste, si tu veux le reconstruire, si tu veux qu'il soit crédible, il faut qu'il y ait une architecture autour de ça. Oui. Donc, ça prend des idées précises, ça prend des priorités, faut articuler ce que serait un Québec souverain. T'as pas le choix de faire cet exercice-là, puis ça exige de prendre des positions. C'est sûr que quand tu mets le doigt dans l'engrenage d'une monnaie canadienne, d'une armée, de l'OTAN, tu vas te faire critiquer, il va y avoir un débat, il aurait dû, il aurait pas dû. L'inverse de ça, c'est ce qui est arrivé à Mme Marois dans la campagne électorale. De 2014. Après le point en l'air de Pierre-Carl Péladeau, moi, je me rappelle, c'était un dimanche matin, peut-être à Victoriaville. Il y avait un décor comme de château médiéval en arrière. C'était assez drôle. Puis là, il s'est mis à se faire poser des questions sur le passeport, la monnaie, l'armée. Et elle n'avait pas de réponse. C'était pas clair. C'était pas limpide. Et ça complètement fait dérailler sa campagne électorale. Alors, à un moment donné, il faut les préciser, ces choses-là. Tu peux pas passer à côté. Puis, t'es mieux de les préciser 3 ans avant l'élection que de les préciser dans le milieu de la campagne électorale. Parce que finalement, ça se dilue, si on veut. Les gens ont le temps de le digérer. Ça permet d'être désamorcé. Moi, je pense que ce qui est beaucoup plus périlleux, c'est l'exercice du budget de l'an 1. Parce que depuis que le travail a été fait dans le passé, donc Bélanger-Campeau, l'exercice de M. Legault en 2005, la situation financière du Québec et celle du Canada a changé. C'était facile, je pense pas que c'était facile, mais c'était mathématiquement plus facile en 2005 de dire l'argent des Québécois dort à Ottawa. Parce que Ottawa avait des surplus faramineux, OK? Ouais. Puis on était dans tout le débat sur le déséquilibre fiscal, que Ottawa prend trop d'argent en taxes et impôts et affaiblit les provinces. Donc, il y avait un argument de dire, si on fait la souveraineté, on va aller rechercher notre butin puis on va pouvoir se gérer tout seul. Ajoute à ça le fait qu'en 2005, la péréquation, c'était 3,8 milliards. Tu vas me dire que, bon, il y a l'inflation, etc., mais c'était quand même proportionnellement moins important que ce ne l'est maintenant. Donc là, tu fais quoi pour rééquilibrer tes livres? Quand il n'y a plus de butin à aller chercher à Ottawa, mais il y a une part de la dette fédérale à assumer, parce que ça va dans les deux sens, cette affaire-là. Là. Tu sais? Il y a une part de la dette fédérale à assumer, il n'y a plus d'argent qui dort à Ottawa, puis il y a un trou de 14 milliards en péréquation. Alors, moi, j'ai hâte de voir la mathématique. Je pense que c'est à ce chapitre-là que c'est beaucoup plus périlleux. Mais c'est certainement mieux de le faire maintenant que de le faire la veille du vote en 2026. Oui, on va avoir le temps de préciser du côté du Parti québécois d'ici là, tout ce que c'est. Puis, en terminant, Emmanuel, je voulais dire, moi, il y a quelque chose, honnêtement, de particulièrement étrange, on dirait, de voir François Legault, qui a déjà fait cet exercice-là lui-même, critiquer vertement le même exercice quelques années plus tard, en brandissant le vantage de la perte de job. C'est ça qui est drôle. C'est de dire, vous allez perdre des jobs. Donc, lui qui a passé toute une partie de sa carrière à dénoncer les campagnes de peur fédéralistes sur le dos de la souveraineté, là, il joue dans le même film. Puis je pense que ça aussi, s'il y a un risque politique pour Monsieur Legault là-dedans, que ça soit pas très crédible. Puis je pense que le PQ a pensé à ça. C'est que toutes les critiques que M. Legault ferait, on pourrait les lui remettre sur le nez. Oui, ça se peut qu'il y ait des images d'archives qui ressortent là, d'ici 3 ans, d'ici la prochaine élection. Emmanuel Latraverse, merci. Au revoir. Salut.